Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Maxime Avez, Chef Data Officer chez Crédit Mutuel Arkea. Comment vas-tu, Maxime? Très bien, merci Boris. Je suis vraiment ravi de t'accueillir sur le podcast pour parler de la stratégie data que tu as pu mettre en place. Peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux présenter un peu Crédit Mutuel Arkea et votre positionnement sur le marché? Alors le groupe Crédit Mutuel Arkea, donc c'est un groupe coopératif qui regroupe les fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne et du Sud-Ouest, mais également une quarantaine de filiales spécialisées en fait qui vont couvrir les différents métiers de la banque et de l'assurance. Donc parmi ces filiales, on retrouve Fortuneo par exemple pour notre banque en ligne, Arkea Banque Entreprise et Institutions pour couvrir on va dire ces types de clientèle. Je vais pas toutes les énumérer, mais globalement on couvre effectivement les différents métiers de la banque assurance. Aujourd'hui, on est un peu plus du coup de 11 000 collaborateurs, un peu plus de 5 millions du coup de clients sociétaires également à l'échelle du groupe. Le Crédit Mutuel Arkea, donc on a été le premier acteur bancaire à se doter d'une raison d'être en 2019. Et finalement, on est devenu entreprise à mission par la suite en 2022. Et ça s'est traduit notamment au travers d'un plan stratégique qui s'est appelé du coup Transition 2024 et qui fait aussi une des particularités finalement du groupe Arkea. Et du coup, concernant un peu plus le rôle de la data, comment ça s'inscrit un peu dans votre stratégie globale? Alors, la valorisation des données dans l'activité du coup de la banque assurance, c'est évidemment pas un sujet qui date d'hier. Alors effectivement, l'intelligence artificielle et en particulier effectivement l'intelligence artificielle générative ont remis finalement ces sujets-là au cœur des préoccupations, au cœur du coup des enjeux stratégiques pour les organisations. Finalement, il y a quand on parle finalement de coordonnées et de comment est-ce que le fait d'être entreprise à mission, d'avoir effectivement cette raison d'être impacte notre façon et notre approche de l'IA, finalement c'est plutôt dans le comment est-ce qu'on va s'approprier et déployer les solutions d'IA dans le groupe. Et donc finalement, au travers du plan stratégique que j'évoquais tout à l'heure, donc qui a été initié justement suite à cette raison d'être et puis dans le cadre du statut d'entreprise à mission, on a notamment identifié une initiative du plan stratégique qui portait sur de garantir un usage responsable et transparent des données de nos clients. Et donc finalement, c'est cette initiative donc qui a été pilotée par le Data Office qui a permis finalement d'engager des actions concrètes et pragmatiques pour justement faire en sorte que le développement notamment de l'IA qui se base effectivement sur l'utilisation du coup de la donnée se fasse dans un cadre du coup de confiance maîtrisé de façon à avoir une IA qui soit responsable. Globalement, ça a amené typiquement le groupe à aller chercher une certification auprès d'un auditeur externe, en l'occurrence le LNE, le Laboratoire National d'Essai, qui va venir réaliser du coup des audits externes des organisations pour délivrer une certification d'IA de confiance. Quand on s'est inscrit finalement dans cette démarche, l'enjeu ça a été de voir dans quelle mesure est-ce qu'on devait augmenter, faire évoluer aussi du coup nos pratiques, nos process, justement pour atteindre cette certification. Donc c'est une démarche assez vertueuse. Et l'enjeu sous-jacent aussi, finalement, ça a été de se dire, on le fait un petit peu en avance de phase. On est plutôt dans les années 2022-2023, donc l'AI Act n'est pas au niveau du coup de maturité qu'il est aujourd'hui. Et finalement, l'enjeu, ça a été aussi d'anticiper cette réglementation en partant d'un corpus normatif qui était déjà préexistant. Ouais, vous êtes un peu précurseur du coup, c'est ça qu'il y a, qu'on en parle beaucoup en ce moment. Vous avez carrément anticipé en fait un peu en amont ces problématiques et ce qui vous permet aujourd'hui d'être à la pointe. Alors, finalement, l'enjeu effectivement c'était de se dire déjà comment est-ce qu'on peut... L'enjeu n'est pas simplement de mettre une initiative en parlant du coup de data et d'IA responsable et finalement de dire on est conforme, mais à la limite les autres acteurs le sont aussi ou en tout cas doivent l'être. C'est plutôt d'identifier des actions assez pragmatiques pour engager le groupe dans une démarche qu'on estime du coup vertueuse. Parce que l'enjeu derrière, c'est de dire on ne pense pas qu'il puisse y avoir d'IA pérenne sans une IA qui soit maîtrisée et responsable. Donc c'était ça le cœur finalement du coup de la démarche. Et effectivement, on y voyait aussi une opportunité finalement d'anticiper au mieux l'arrivée d'une réglementation qui se structurait.
qu'on espère qu'on va pouvoir capitaliser là-dessus effectivement dans les mois et années à venir. C'est pas la seule initiative d'ailleurs qu'on est entreprise dans cette logique-là. Voilà, on a aussi développé une culture autour de l'open source, notamment alors dans son utilisation, mais aussi dans notre contribution. Comment dirais-je, un peu plus tôt en 2023, été 2023. On avait fait ce qu'on appelait un fine-tuning d'un modèle du coup de fondation pour qu'il soit adapté au langage français du chat. Hein. Il faut se remettre, la temporalité est importante. Hein. C'est vrai que si on devait le refaire aujourd'hui, on le refait peut-être pas de la même manière, mais en tout cas, à cette époque, il n'y avait pas forcément de modèle spécialisé qui permettait du coup d'interagir en français avec sous forme de chat. Et donc, on avait identifié des travaux, on a mené ces travaux de R&D. Et à la fin de l'été, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en open source le jeu de données utilisé était un jeu de données public qui avait été du coup traduit en français, donc on n'était pas sur des données sensibles. On avait un algorithme qui pouvait aussi aider à la communauté globalement, enfin être utilisé par d'autres organisations. Et donc on a fait le choix effectivement d'open sourcer ces travaux-là et finalement d'y voir un élément de contribution à des communs numériques en matière d'intelligence artificielle. Encore une fois, aujourd'hui, les choses ont bien évolué, mais finalement, c'était aussi un enjeu de montrer que les entreprises françaises, notamment du coup des acteurs bancaires comme nous sommes, peuvent aussi apporter leur pierre à l'édifice dans ce développement-là. Super intéressant, ça fait penser un peu au projet Kaggle qu'on a l'habitude de voir. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Alors Kaggle, il y a vraiment cette notion, et on le voit, et c'est quelque chose qui me semble important aussi de rappeler, notamment quand on parle avec des dirigeants, quand on parle du fait que l'IA soit une nouvelle forme de vague de la transformation du coup digital, à la différence que, donc effectivement, l'entraînement des modèles demande des ressources qui sont rares, hein, c'est ce qui fait aujourd'hui aussi le positionnement du coup de Nvidia en termes de capitalisation boursière mondiale. Mais pour autant, il y a un positionnement, et ça c'est un élément de différence, je pense que le positionnement de l'open source sur cette étape de transformation digitale est un peu singulière par rapport aux précédentes vagues. Et de fait, l'approche globale est aussi du coup différente, et je pense que c'est un élément qui est important du coup à considérer lorsqu'on va effectivement choisir de développer l'IA dans nos organisations. Ouais, exactement, ouais. Très intéressant. Donc là, on enregistre, on est en plein mois de décembre. Je sais que c'est la fin d'année, beaucoup de sujets pour beaucoup de monde. Mais peut-être que tu peux nous dire un peu les sujets un peu sur lesquels tu travailles en ce moment et sur lesquels tu vas être amené à travailler en 2025. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du dernier plan stratégique finalement qui nous a permis d'engager finalement cette démarche, notamment sur le volet du coup de l'IA responsable. Là, finalement, on entre dans la perspective d'un nouvel exercice, d'un nouveau plan stratégique qui va s'ouvrir en 2025. Et l'enjeu, ça a été de positionner notamment le sujet du coup de l'IA. Hein. Enfin, c'était une volonté du coup de positionner l'IA comme un levier particulièrement important du développement de ce prochain plan stratégique, au service évidemment de nos clients, des enjeux des entités aussi variées soient-elles au sein du groupe. Et donc, on a engagé depuis globalement le mois de juin une démarche d'instruction de la feuille de route IA pour le groupe. Dans ces cas-là, comment est-ce que ça se passe? C'est effectivement, quelle est la vision globale qu'on souhaite poser, quels sont les éléments, les usages. Donc il y a le quoi finalement, c'est quels sont les usages qu'on va souhaiter prioriser. Est-ce qu'on est dans une démarche on développe tous les cas d'usage, les centaines de cas d'usage qui sont identifiés, ou alors est-ce qu'on est plutôt dans une approche sélective? Quelle est la place de l'industrialisation versus l'expérimentation? Est-ce qu'on oppose les deux, comme on peut l'entendre dans certains discours, ou est-ce qu'au contraire on essaye de bien animer ces deux aspects-là qui ont des vertus un petit peu différentes, l'industrialisation pour aller toucher finalement les bénéfices attendus du développement de l'IA, l'expérimentation pour continuer à accompagner l'appropriation par les collaborateurs, par les entités de ce que va pouvoir apporter l'IA dans nos métiers demain, donc avec tout le volet d'acculturation, de sensibilisation, d'études de faisabilité, parce que quand on veut aller chercher des ROI, en fait, quand il s'agit d'IA, on pense que l'IA peut apporter quelque chose, mais après une expérimentation, on se rend compte que finalement c'est peut-être pas le cas, ou que les gains espérés ne sont pas forcément du coup ceux qu'on avait imaginé. Donc l'expérimentation, elle est aussi très très importante. Donc il faut continuer finalement à animer ces deux-là.
Donc on a cette phase du coup d'instruction, on est allé à la rencontre de tous les métiers du coup de l'organisation. On a de fait identifié les cas d'usage, identifiés comme prioritaires ou à fort intérêt par les différents métiers du groupe. Donc ça, c'est une cartographie qui est très riche, qui montre aussi tout l'intérêt qu'ont les collaborateurs, les entités à aller tirer profit des capacités du coup de l'IA, alors qu'elles soient mises au service finalement d'amélioration du coup de l'expérience client, de gain d'efficacité, de meilleure gestion, de prévention des risques d'une manière générale. Donc ça, c'est un premier élément qui ressort de manière assez importante. On avait des convictions, mais au moins ça le matérialise. Ensuite, on est dans une logique d'approche aussi sélective, c'est-à-dire si on doit passer des choses du coup en production, comment est-ce qu'on sélectionne les cas d'usage qui vont avoir le plus à la fois de valeur et sur lesquels on va pouvoir aussi toucher du coup des bénéfices à court terme globalement, parce qu'il y a vraiment aussi ça comme attente en général du coup dans les organisations. Donc là, il y a plusieurs éléments à considérer, la transversalité du sujet. Alors évidemment, en premier lieu, la valeur business, la valeur du métier. Et quand je dis ça, c'est finalement qu'on soit sur des problématiques d'expérience client, qu'on soit sur des problématiques d'efficacité opérationnelle, etc. Ce sont des priorités identifiées par les métiers. Et donc finalement, c'est de se dire, quelle est aussi la maturité du sujet, et pas qu'une maturité technologique. Aujourd'hui, les sujets d'IA, déployer de l'IA sur un système d'information, on sait faire. Alors effectivement, ça a amené des transformations sur quel est le positionnement du cloud, comment est-ce qu'on utilise du coup les ressources GPU, est-ce qu'on doit réfléchir aussi à avoir des GPU dans nos propres data centers. Il y a tout un tas de sujets du coup sur ces volets-là, mais donc la maturité technologique en général est là. C'est plutôt l'aspect maturité, ce que je vais qualifier du coup de métier, mais est-ce que le métier a déjà expérimenté l'IA sur tel ou tel process et si c'est pas forcément le cas, c'est difficile d'aller définir le ROI qu'on va aller chercher, ce que je disais juste avant. Donc, cette feuille de route IA, c'est identification des sujets, ceux sur lesquels effectivement on va vouloir accélérer du coup davantage. Et ensuite, il y a des enjeux finalement transverses, une phase un peu plus immergée de l'iceberg. Le volet évidemment acculturation, formation, une thématique RH finalement dans son ensemble. C'est aussi accompagnement des expertises, accompagnement des collaborateurs, identification des processus qui seront le plus impactés en fait entre guillemets par le sujet de l'IA. Donc là, il y a plein de dispositifs à mettre en place. L'évolution du système d'information, je vais pas y revenir, mais je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure. Et la notion du coup d'IA de confiance. On s'est mis dans une logique finalement, comment dirais-je, dans le cadre du précédent plan stratégique. L'enjeu, ça a été de se dire, est-ce qu'on reconduit? Si on reconduit, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on y met? Parce que le cadre réglementaire n'est pas le même si je prends que cet aspect-là. Il y a l'AI Act. Donc, de la même façon, l'idée n'est pas de se dire qu'on sera conforme à la réglementation. De toute façon, c'est pas une question qui est à se poser. Il faut l'être. Maintenant, c'est est-ce que sur la notion d'IA de confiance, il y a des choses sur lesquelles on peut apporter des actions complémentaires. Je pense personnellement que c'est effectivement le cas, à savoir notamment sur les enjeux de souveraineté, notamment sur le fait d'être contributeur d'IA souveraine européenne. Je pense qu'en tant qu'acteur, on peut, et avec des ressources, on peut aussi y contribuer. Et aussi en matière du coup de sobriété, c'est amener ces clés de lecture là, en fait, en tant que de par notre statut, notre raison d'être, on se doit aussi de regarder si on veut être cohérent du coup avec notre stratégie sur l'impact en matière de sobriété de l'utilisation de l'IA, parce que quand on prend un sujet, un cas d'usage qui est remonté et priorisé, on a en général plusieurs façons de pouvoir le déployer. Et alors évidemment, il y a des façons qui sont peut-être un peu plus simples, qui vont peut-être répondre plus facilement ou de manière plus appropriée à la demande et à l'attente du coup du métier. Pour autant, s'il y a des axes de sobriété qui sont sans commune mesure en sous-jacent, parce que le modèle utilisé en fonction de ce qu'on va est pas du tout énergivore de la même manière, ça reste du coup des clés de lecture à minima qu'on souhaite exposer au moment du coup de prendre la décision du comment est-ce qu'on va déployer ce système d'IA. Ouais, c'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, toute une question de curseur entre l'adoption versus la technologie. Alors, il y a plusieurs points là dans ce que tu m'as dit, ça me fait penser à pas mal de questions. Peut-être la première, tu me parlais donc de l'accompagnement des collaborateurs, du métier. Qu'est-ce que vous mettez en place concrètement chez Crédit Mutuel Arkea pour accompagner les opérationnels à la prise en main de ces outils? Alors c'est évidemment du coup une question qui est assez intéressante et qui la réponse va être forcément sous de multiples facettes. C'est-à-dire que
dans une organisation comme celle du groupe Crédit Mutuel Arkea, on a des entités qui vont aussi disposer de data scientists, d'autres qui n'en disposent pas forcément, et globalement, le niveau de maturité, le niveau d'utilisation de l'IA dans ces différentes structures n'est pas le même. Donc, ce que je veux dire, c'est que forcément, on va aussi adapter notre niveau d'accompagnement en fonction de la maturité de l'entité et de ses attentes, ses enjeux au regard du coup de l'apport de l'IA sur son métier et sur son propre plan stratégique. Globalement, le Data Office aujourd'hui il va accompagner, et en particulier l'IA Factory, parce que le Data Office a effectivement plusieurs casquettes. Sur l'IA, en l'occurrence, c'est adressé par notre IA Factory. Okay. Alors, on a un autre service qui est directement impliqué également sur l'évolution de la plateforme Data et IA, mais focalisons-nous sur l'apport finalement du coup de l'IA Factory. On va avoir un accompagnement à la fois dans l'identification, donc notamment auprès d'entités qui n'ont pas forcément commencé à explorer ce sujet-là. Donc, c'est de les aider à faire émerger du coup des cas d'usage en partant de leurs problématiques métiers. Et donc ça, il y a un travail d'identification, d'idéation d'une certaine manière et d'acculturation. Et ensuite, on va avoir un accompagnement plutôt sur le développement et le déploiement de ces systèmes d'IA sur notre plateforme Data IA au niveau du groupe. Et donc finalement, en fonction de la maturité et des ressources disponibles dans ces entités, on va ajuster cet accompagnement. Nous, ce qu'on apporte finalement, ce sont des expertises en data, donc plutôt des expertises techniques SI, des expertises du coup en développement, parce que ces solutions d'IA en général, elles sont intégrées à des solutions, à des parcours. Donc il faut aussi pouvoir le développer de bout en bout. Il ne s'agirait pas de ne livrer que des API de machine learning et que finalement ce soit intégré à aucun parcours. Donc on a ces expertises-là également. Et de l'expertise du coup IA. Et donc ça, finalement, l'expertise IA, le métier de data scientist, est-ce qu'on est sur une expertise IT, une expertise métier? En général, on est et là il y a plusieurs profils de data scientist entre le MLOps qui est plutôt un profil, on va dire IT, et un métier de data scientist qui vient finalement en général d'entité métier. Et finalement, on propose ces accompagnements-là. On ne peut pas non plus être expert de tous les métiers du groupe. Et donc, c'est là où, dans le mode de fonctionnement qu'on a avec les différentes entités, on a aussi développé finalement des modes d'accompagnement pour s'assurer que tout le monde finalement réussisse à être aligné sur un même enjeu et que finalement chacun s'y retrouve. Tant le data scientist pour qu'il monte en compétence sur la problématique métier sur laquelle il va être sollicité, que le métier en lui-même qui comprenne bien les enjeux aussi qu'il peut y avoir derrière le déploiement du coup de l'IA d'une manière générale. Extrêmement clair. Et juste qu'on situe bien, donc tu parlais l'IA Factory, le Data Office, comment vous êtes structuré globalement? Parce que tu m'as parlé de 40 filiales, comment ça se concrétise? Le Data Office est une structure qui va fonctionner du coup en transverse au niveau du coup de l'organisation. C'est-à-dire qu'on va travailler avec toutes les entités du groupe qui sont en mesure du coup de nous solliciter finalement. On a globalement 6 services au niveau du Data Office, l'IA Factory que j'ai évoqué. On a un service qui est dédié aussi à l'innovation. En fait, le Data Office anime l'innovation au niveau du groupe. On anime notamment le comité de direction générale qui est dédié à l'innovation, alors dans lequel finalement il y a quand même de plus en plus de sujets d'IA ces derniers mois. C'est une chance d'avoir ce genre de comité de direction générale au niveau du groupe, parce que c'est un bon moyen de montrer ces sujets-là aussi à la direction générale et de contribuer d'une certaine manière aussi à l'acculturation, à l'appropriation de ces sujets par le top management. Donc on a ces 2 services. On a 3 services qui vont gérer la plateforme data et IA, notamment les capacités de BI et d'analytics, les capacités de data management sur la gestion de la qualité de la donnée, de la justesse de la donnée. On a un service qui est plutôt dédié à l'architecture de la plateforme Data IA. Donc, on a 3 services qui sont vraiment liés à la gestion de la plateforme Data IA. Et on a un 6e service qui porte finalement sur la data et l'IA responsable. Et finalement, c'est
en travaillant évidemment étroitement avec les autres services pour s'assurer que lorsqu'on va développer, déployer du coup des sujets d'IA, qu'on soit cohérent avec ce qu'on a dit, avec ce qu'on a défini en matière du coup d'IA de confiance notamment. Et donc notamment ce service-là, travaille en étroite proximité aussi avec nos fonctions risque, conformité, juridique, pour justement travailler toute cette matière encore assez mouvante autour de la thématique de l'IA de confiance et de la réglementation de l'AI Act. Ouais, tout ce qui est DPO, j'imagine, un peu. Notamment, en fait, effectivement, sur les fonctions conformité, il y a également, du coup, la partie DPO qui est évidemment associée et qui travaille en étroite collaboration avec ce 6e service. Ok, très clair. Bon, je suis un peu obligé de te poser la question. On parle beaucoup d'IA, on parle aussi beaucoup de GenAI. Oui. C'est un peu le buzzword. Je pose toujours la question aux différents invités. Est-ce que vous avez des sujets autour de la GenAI? J'imagine que oui. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et peut-être nous donner aussi ton avis sur l'évolution en fait de cette nouvelle technologie qui est finalement dérivée de quelque chose qu'on connaît déjà, mais bon, qui est quand même pas mal utilisé en ce moment. Forcément, dans l'exercice de cartographie qui a été mené dans le cadre du coup de cette feuille de route, beaucoup de sujets ont émané naturellement du fait que les collaborateurs qui peuvent l'utiliser, on va dire, dans leur vie de tous les jours, identifient aussi ce que ça peut leur apporter, cette GenAI, finalement, dans leur activité, du quotidien au travail. Voilà. Et donc, finalement, assez naturellement, des cas d'usage émanent. Et donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, et ce qui est intéressant c'est que finalement ça remet l'IA dans les réflexions, et de ces sujets-là émanent aussi des sujets qui ne sont pas de GenAI mais c'est de facto intéressant. Oui. Dans ces familles du coup d'usage autour de la GenAI, je distinguerai, pour faire assez simple, deux grandes familles. On va avoir la GenAI, on va dire, pour les usages du quotidien, les usages bureautiques. Et donc finalement, là, c'est comment est-ce que les organisations proposent des alternatives à du chat GPT, entre guillemets, pour des tâches du quotidien. Et donc ça a été, et beaucoup d'organisations l'ont fait, ça a été de développer ces solutions-là accessibles globalement à tous les collaborateurs du groupe. Et donc finalement, on a aussi mis ça en place assez rapidement. Et puis après, il y a les GenAI spécialisés. Alors, parmi les GenAI spécialisés, on entend évidemment beaucoup parler du RAG. Donc, finalement, ce sont des IA génératives qui sont sourcées sur des corpus documentaires spécifiques et donc sur lesquels on va imaginer des parcours, alors soit effectivement sous forme conversationnelle comme on peut le retrouver, on va dire aujourd'hui sur du chat GPT ou ce genre du coup de solutions grand public, mais pas que. On peut aussi avoir des sujets sur lesquels le volet conversationnel n'est pas forcément du coup une attente, et il faut aussi du coup les accompagner. Et là finalement c'est une deuxième famille du coup d'usage qu'on va appeler du coup les GenAI un peu spécialisés. Et donc dans ces sujets-là, il y a effectivement beaucoup de matières, beaucoup de cas d'usage, et où on va essayer du coup d'aller chercher aussi et de faire préciser aussi les gains escomptés. D'ailleurs, les gains qui peuvent être de différentes natures. Sur la partie, l'autre volet du coup de la question, effectivement, était sur la projection. En fait, finalement, aujourd'hui, on suit beaucoup ces évolutions, notamment autour du coup des chatbots. En fait, on développe du coup des chatbots depuis 2017, plutôt d'ailleurs avant du coup l'IA générative. L'IA générative est venue bouleverser, on va dire, ce domaine du coup des chatbots. Aujourd'hui, on pense aussi que ce sont plutôt, et encore une fois, c'est une réflexion du coup à date, ça peut évidemment du coup évoluer avec les notions d'agents, etc. Mais en fait, aujourd'hui, doper des chatbots de capacité d'IA générative, c'est aussi finalement un moyen de sécuriser l'utilisation des IA génératives, parce que le fait d'utiliser des mécanismes d'ancienne génération du coup de chatbot permet aussi potentiellement de ne pas autoriser l'IA générative à apporter des réponses sur certaines typologies de questions. Donc en termes de ce qu'on appelle de guardrail, ça peut être un des mécanismes. Après, voilà, les évolutions, le sujet évolue très très rapidement autour des réflexions, notamment sur les architectures de type RAG, sur le fait de stocker dans des bases de type graph plutôt que des bases vectorielles, la notion du coup d'agent qui prend également du coup de plus en plus de place. Donc ça va encore évoluer, il faut qu'on soit pour le coup en veille et en travaux, on va dire peut-être de R&D très actifs, pour s'assurer que finalement on réussisse aussi à se mettre à continuer à se mettre du coup à la page sur ces thématiques-là pour en tirer la pleine valeur.
Super. Et tu as mentionné quelque chose que j'aime beaucoup en me disant que la GenAI a permis finalement de remettre un peu l'IA, parce qu'on parle beaucoup de GenAI, mais en fait c'est qu'une partie, un peu au centre des discussions. Est-ce que tu peux me parler un peu plus des projets que vous avez? Alors tu m'as parlé pas mal de l'IA est beaucoup utilisée dans les process en interne chez vous. Est-ce que tu as quelques exemples à nous donner où ça a permis de faciliter les choses pour les opérationnels? En fait, aujourd'hui, il y a des thématiques sur lesquelles l'IA est utilisée finalement et continuera du coup d'être utilisée et sans forcément parler justement d'IA générative. Historiquement, sur des mécanismes autour de la gestion des risques, autour de problématiques marketing, l'IA est utilisée de longue date et continuera du coup à l'être a fortiori. Et ensuite, il y a aussi tous ces sujets autour, par exemple, de la lecture, automatique et la reconnaissance automatique de documents. C'est pareil, on a déjà des processus en place sur les justificatifs, que ce soit d'identité et d'adresse, mais on voit que l'IA vient apporter du coup des éléments qui permettent encore d'aller un peu plus loin. Et aujourd'hui, on a encore du coup des documents qu'on doit gérer dans nos parcours, dans nos process. Et finalement, l'IA peut avoir une valeur assez importante et assez court terme sur ce genre du coup de thématique. Voilà quelques exemples et quelques illustrations concrètes de sujets sur lesquels, et peut-être pour en donner pour donner quelque chose d'assez précis, c'est typiquement sur les problématiques autour de la collecte de données de DPE. En fait, pour répondre à nos enjeux réglementaires, à nos enjeux aussi du coup stratégiques, de pilotage notamment sur du volet extra-financier, finalement, il y a un besoin du coup de collecter cette information-là. Soit on allait demander finalement aux collaborateurs, notamment des réseaux, d'aller saisir directement ces informations, donc mettre à jour les interfaces, demander à des conseillers d'aller chercher ces informations. Soit justement on s'est dit mais est-ce que l'IA peut pas faciliter ce travail de collecte? Donc on a testé, on est parti dans une phase d'expérimentation. Au départ l'expérimentation elle n'était pas forcément fructueuse, on était à 40% de taux de détection. Donc là on se disait bon, dans tous les cas on va avoir les développements, dans tous les cas on va devoir mobiliser. On traitera une partie du flux mais c'est pas forcément satisfaisant. Pour autant, on avait identifié du coup des axes d'amélioration, on est arrivé à des taux plutôt de 90%. Et là, pour le coup, ça change complètement la donne. C'est de se dire, eh bien, on peut effectivement se baser sur l'IA pour faciliter la collecte de cette information dont on a besoin. Et là, finalement, c'est l'IA mis au service d'une problématique. Alors, d'une problématique qu'on n'a pas forcément rencontrée parce qu'on n'a pas demandé du coup ces développements et au réseau de saisir ces informations. Mais ça reste quand même des cas d'usage qui sont, à mon sens, assez intéressants pour plusieurs raisons. Parce que finalement, on met l'IA au service d'une problématique et avant même que le problème ne soit posé finalement. Et ça, je trouve que c'est aussi un élément qui montre la façon dont les organisations ont aussi évolué en termes de maturité. Parce que finalement, c'est fait de manière transparente. Et quand c'est fait de manière quasi transparente, c'est que finalement, la technologie, elle est quand même plutôt mature. Plus généralement, finalement, sur la donnée extra-financière, finalement, on a aussi des informations qui sont aujourd'hui dans des documents de type rapport ESG, par exemple. Donc, des informations qui sont dites non structurées. C'est un PDF, ce sont des rapports. Et finalement, est-ce qu'avec l'IA, on peut, à la limite, faciliter la recherche de ces informations, de ces X informations qu'on doit aller récupérer dans ces rapports ou dans d'autres typologies du coup de documents pour faciliter cet effort de collecte. Et là, finalement, d'ailleurs, c'était l'exemple un petit peu que j'avais en tête lorsque je disais qu'il y a des sujets d'IA générative conversationnelle et des sujets d'IA générative sans forcément avoir l'aspect conversationnel. Eh bien, typiquement, si on sait qu'on a à chaque fois une dizaine de données à aller chercher dans des rapports de tel ou tel type, eh bien finalement, ça peut être aussi un accélérateur, un catalyseur de la collecte de ce type d'informations. Voilà. Ouais, tout à fait. Ok, extrêmement clair. Écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Je pense qu'on a pas mal fait le tour. Je te remercie, Maxime. Peut-être juste avant de finir, j'aurais juste aimé avoir ton avis un peu sur les gros sujets que tu vois arriver autour du milieu bancaire et de la data dans les prochaines années. Le sujet est aujourd'hui, du coup, si on instruit du coup une feuille de route autour de l'IA, c'est que évidemment que les choses vont encore beaucoup bouger et qu'il va falloir à la fois réussir à délivrer, à avoir du coup à aller chercher les bénéfices du coup attendus aussi multiples soient-ils en délivrant et en allant au bout du coup des parcours, parce que quand je dis au bout des parcours, c'est intégrer ça dans les outils, dans les parcours, intégrer ça dans les process, faire évoluer aussi potentiellement du coup certains processus. Donc ça va être un travail qui va quand même demander du coup beaucoup de temps. Sur le volet finalement il y a responsable et maîtrisé.
je pense qu'on va avoir aussi dans les prochaines années un enjeu important, notamment en France et en Europe, à pouvoir délivrer ce genre de service en utilisant des solutions qu'on maîtrise. Je pense que c'est un enjeu important pour la souveraineté française-européenne. C'est aussi un enjeu important pour les entreprises. Donc la conviction, c'est qu'en plus on peut y contribuer. Donc on va dire, étant acteur, on l'a fait, mais on va essayer du coup de continuer à le faire très clairement. Après sur la partie comment dirais-je, impact sur les métiers. Enfin, finalement, c'est au métier, effectivement, du coup, de pouvoir s'emparer, du coup, de ces sujets-là. Et donc, à nous de bien les accompagner dans la partie acculturation, que ce soit par le biais, du coup, de formation, par le biais, du coup, d'expérimentation, qui ont aussi cette vertu-là, de permettre cet accompagnement. Après, je pense que, d'une manière générale, ce qui a aussi amené, finalement, le sujet du coup de l'IA générative, des chats GPT, des Bard & Co, c'est cette façon d'interagir dans des parcours qui sont de type conversationnel. Et ça, finalement, ça peut être du coup un des axes aussi, hein, c'est de se dire, voilà, on a exploité du coup des services au travers du coup de sites, d'applications mobiles. Voilà, le volet conversationnel qui ne date pas non plus d'hier, mais qui, avec l'IA générative, revient aussi en force sur les typologies du X qui pourraient demain être de plus en plus plébiscitées. Tout à fait d'accord. C'est vrai que quand on regarde OpenAI, tout ce qu'ils ont fait, c'est mettre en place une petite interface. On peut poser des questions extrêmement simples. C'est facile de le prendre en main. Et je pense que c'est ça qui a créé la croissance qu'ils ont connue. Maxime, je te remercie infiniment pour cet épisode, vraiment complet. J'espère à très vite pour un prochain. Et puis, je te souhaite une bonne continuation. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.